Espace TV. Espace TV, les 10 minutes. Le thème « La corruption, un obstacle aux objectifs de développement durable » se définit comme une barrière pour des politiques de développement à long terme. Aucune nation n'est à l'abri de la corruption dont les conséquences sont destructrices. La corruption porte atteinte aux droits humains, aggrave la pauvreté et creuse des inégalités en détournant les fonds destinés aux soins de santé, à l'éducation et à d'autres services essentiels. La corruption est un obstacle à l'amélioration des conditions de vie des populations des citoyens. Elle affaiblit l'éducation et la santé. Les dernières statistiques montrent que le taux de perception de la corruption en Guinée est à 7%. Un chiffre alarmant, constatent les observateurs. Il vous souviendra que depuis que la Guinée a commencé à y être classée en 2006, nous étions le premier pays corrompu d'Afrique et le 4e au monde. Et depuis lors, on a fait du chemin, mais je considère que c'est timide. Au-delà des discours, il faut des mesures pratiques, estime Terran, qui remarque une régression pour les efforts menés dans la lutte contre la corruption. C'est donc agir, ce n'est pas seulement prendre des mesures et des lois, ça c'est la base pour sanctionner, mais il ne s'agit pas de les prendre et de s'asseoir. Si on n'agit pas, on ne pourra pas lutter contre la corruption. La Guinée est le 37e pays le plus corrompu en Afrique selon Transparency International. L'Agence nationale de lutte contre la corruption, dans son plaidoyer au cours de cette journée, insiste sur le renforcement des capacités de l'institution et l'usage des outils de prévention et de répression contre la corruption. Cette 10e session du conseil d'administration de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer a réuni plusieurs pays de la sous-région ouest africaine et centrale. À la clôture de ce conseil, des changements majeurs ont été entamés, notamment la désignation du nouveau président et la revue des grandes lignes. Le nouveau président du conseil d'administration mesure la portée de la mission assignée à son équipe. Il fonde son espoir sur le dynamisme de la direction actuelle de l'Académie. Le défi est très lourd. Comme je le disais, que l'héritage est lourd, mais il faut réussir à recouvrir la totalité des arriérés qui s'élèvent à près de 2 milliards de francs CFA. C'est beaucoup. Mais je suis très certain qu'avec le dynamisme de la direction actuelle de l'Académie, sous mon impulsion, nous parviendrons tout au moins à recouvrir les 90% des arriérés avant, et je serai très heureux d'ailleurs avant de passer le témoin en 2017. Le recouvrement des dettes et le paiement des différentes contributions des pays membres sont parmi les points prioritaires de la nouvelle présidence. La priorité, c'est le recouvrement et le paiement des contributions des différents pays membres. C'est ça ma priorité. Pour le moment, pour ce qui est de la technique, de la formation, il n'y a aucun doute. Tout le monde s'est accordé à féliciter la direction, n'est-ce pas, de l'innovation, de leur réaction très vive, de leur participation au développement et à l'émergence, n'est-ce pas, de cette institution. Pour l'émergence de cette institution, les pays membres concourent à la formation des agents maritimes. L'effort de formation doit être poursuivi et intensifié, car les métiers de la mer sont pourvoyeurs de richesses et d'emplois, notamment pour la jeunesse. C'est pourquoi notre institution, qui ambitionne à travers son plan stratégique, à l'horizon 2019, d'être une institution de référence au cœur des enjeux maritimes mondiaux, entend y jouer toute sa partition avec le concours et le soutien politique et financier de tous les États membres. Après ces 3 jours d'échange, les pays membres de ce conseil d'administration comptent relever ce défi, qui est celui du développement du secteur maritime. La mise en œuvre de ce programme stratégique devrait permettre une meilleure planification, un recentrage sur un nombre limité de priorités, une meilleure efficacité dans la gestion du budget, un suivi et une évaluation renforcée au niveau national et régional. L'Organisation mondiale de la santé a retenu 5 priorités pour la Guinée. Ce plan qui est présenté aujourd'hui va couvrir les 3 bieniums, dont le présent bienium, plus les 2 prochains bieniums. Et donc, va se baser autour des axes prioritaires, prenant en compte les priorités du pays,
comme la lutte contre les maladies transmissibles, la lutte contre les maladies non transmissibles, la promotion de la santé, l'amélioration de manière globale du plateau de l'accessibilité en matière de santé, ciblant la santé de l'enfant, de la mère, et la santé de l'adolescent et à tous les âges, et enfin la prise en compte des urgences sanitaires et des catastrophes. Le ministère guinéen de la Santé dispose déjà d'un plan national de développement sanitaire. Le document présenté ce vendredi par l'OMS a dû prendre en compte les préoccupations du gouvernement exprimées en début d'année. Comme vous le savez, l'OMS est vraiment le partenaire stratégique du ministère de la Santé. Il nous appuie comme conseiller technique, mais aussi comme organe qui nous appuie pour la mobilisation des ressources. Donc, ce qui doit être fait par cette institution, il faut que ça cadre obligatoirement avec nos orientations stratégiques. La nouvelle stratégie de coopération avec la Guinée s'inscrit dans la logique de consolidation des progrès réalisés au cours des 2 précédentes SCP et l'identification des insuffisances observées pendant leur mise en œuvre. Dans les environs de 5h30, on a bougé à Tamanrasset pour Ingizam. Ingizam, c'est la dernière région frontalière du Niger. Donc, on est arrivé là-bas dans les environs de 14h, 15h. On nous a embarqués là-bas encore dans des camions. Destination Arlit. Arrivé à la dernière ligne droite, c'est-à-dire la frontière de Niger-Algérie, l'armée nigérienne est venue nous prendre là-bas, dans la main des Algériens. Toujours dans les mêmes camions. Les camions étaient au nombre de 24. Nous sommes arrivés à Arlit. On a traversé le désert la nuit. Nous sommes arrivés à Arlit dans les environs de 9h. C'est là-bas qu'on a pu trouver à manger. Parce que dans la main des Algériens, franchement, c'était le chaos. Nous sommes complètement abandonnés. Là où nous sommes, les autres États ont agi pour leurs compatriotes. Nous, depuis que nous sommes là, personne ne nous vient en aide. Les autorités guinéennes, le consulat, l'ambassade, depuis l'Algérie jusqu'à là où nous sommes, personne n'est venu nous chercher, personne n'est venu chercher à savoir comment nous sommes, est-ce que nous mangeons, est-ce que nous vivons, est-ce que nous dormons. C'est vraiment déplorable. Cet entrepreneur roumain soufflera bientôt les 10 bougies de sa fabrique de mobilier design. Un business qui a largement bénéficié de l'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne en 2007. Ce nouveau statut a notamment facilité l'installation dans le pays de fournisseurs de matières premières indispensables à son entreprise. Nous avons travaillé avec la plupart des grandes compagnies qui ont ouvert des bureaux en Roumanie. On a créé le mobilier pour leur réception. Nous sommes aussi entrés un peu sur les marchés externes. Cela fut une aide extraordinaire d'adhérer à la communauté européenne, car nous avons eu cette ouverture vers un vaste marché. Aujourd'hui, les ventes de sa société s'élèvent à 1 million d'euros par an. À l'aube d'un premier bilan, après une décennie au sein de l'Union européenne, certains indicateurs sont encourageants. Les investissements étrangers directs ont presque doublé. Et le PIB est passé de 98 milliards à 158 milliards d'euros entre 2006 et 2015. Mais cette réussite cache une réalité plus contrastée. Le salaire moyen s'élève à peine à 470 euros par mois et 1 Roumain sur 4 vit dans la pauvreté, selon les statistiques. L'adhésion à l'Union européenne a coïncidé avec le début de la crise économique. Et tous ceux qui espéraient que du jour au lendemain on allait vivre comme en Allemagne ont été déçus. Les Roumains ont également connu des réformes douloureuses. L'industrie héritée du régime communiste a dû être restructurée et des mines de charbon non rentables ont été fermées. Mais le pays a aussi bénéficié de fonds communautaires de l'Union européenne. Le village de Rakoassa, situé dans une des régions les plus pauvres d'Europe, a ainsi pu construire une école maternelle moderne et un centre culturel. Une première étape importante dans une série de projets que souhaite mener à bien le maire du village. On veut réhabiliter une route forestière. Puis l'école a besoin d'une rénovation totale.
On doit mettre en place le réseau d'eau et d'égouts. Il y a beaucoup de besoins et nous espérons toucher des fonds européens. À l'image du gouvernement roumain, le maire de Racoasa espère que l'amélioration des infrastructures et la création d'emplois pourraient, à terme, permettre le retour au pays de 3 millions de Roumains partis chercher une vie meilleure en Europe ou ailleurs. Sur ces rampes de skate de Phnom Penh, autant de filles que de garçons, un véritable exploit au Cambodge, où le sport reste largement réservé aux hommes. Pour l'ONG Skatistan qui anime les ateliers, le sport est une arme d'émancipation. Nous voulons que les filles développent leurs aptitudes grâce au skate, qu'elles se débarrassent de leur peur. Nous voulons qu'elles soient elles-mêmes et vivent sans la pression de leur famille ou de leur entourage. Les Cambodgiennes sont encore peu nombreuses à oser faire du sport de haut niveau. À peine 25% de l'élite sont des femmes. Chof Soteara a représenté son pays aux Jeux de Rio. Elle s'entraîne toute l'année avec des hommes. Au Cambodge, les gens pensent que le sport n'est pas bon pour les femmes, que si elles le pratiquent, elles vont ressembler à des hommes et personne ne voudra les épouser. Les canons de beauté sont très stéréotypés pour les femmes, menues, peu musclées et avec la peau la plus blanche possible. Donc pas de sport en extérieur. Conscient des barrières, le gouvernement a lancé une campagne pour promouvoir le sport féminin. Nous avons décidé de faire des femmes, les athlètes qui ont été médaillées, des modèles pour notre pays, pour notre nation. Nous voulons montrer que faire du sport n'a pas d'impact négatif sur leur vie, mais au contraire que c'est bénéfique. Au-delà du sport, les inégalités entre les sexes restent fortement ancrées au Cambodge. Un code de bonne conduite, toujours enseigné dans de nombreuses écoles, apprend aux filles à être discrètes et soumises à leur mari.